La K-pop, c'était mieux avant. Non, franchement, la K-pop, c'est trop industriel pour moi. On dirait vraiment qu'on est dans les Marseillais. De toute façon, il y a que des scandales maintenant, il y a pas une seule bonne nouvelle. Si toi aussi, t'as déjà eu cette impression, ou alors que t'as ce genre de phrase qui tourne dans ta tête, déjà rassure-toi, t'es pas la seule personne. Mais surtout, cette vidéo est faite pour toi. Hop hop hop, petite pause chill, comme vous pouvez le voir, j'ai mon PC en face de moi, j'ai le micro sur mon genou, je suis sur mon lit. Je suis là pour introduire un peu parce que je me suis rendu compte au cours de montage qu'il y a plein de points que je n'ai pas forcément abordés. Ne vous attendez pas à un truc de fou. On est en décembre, c'est la fin de l'année, j'ai les fêtes de famille comme tout le monde et surtout je suis déjà en train de prévoir les vidéos de janvier, les gros projets que j'ai prévu de faire durant l'année, donc j'ai pas la tête à faire des vidéos grave compliquées en décembre. Cette vidéo, c'est juste une discussion entre toi et moi, ou toi et vous, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une discussion, on est tous ensemble autour d'un petit chocolat chaud pour discuter entre potes. Pourquoi top? Non, potes. Il n'y a pas de source vérifiable, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de news, juste je donne mon avis sur les bonnes nouvelles qu'il y a eu cette année, et sur les bonnes nouvelles que vous m'avez données aussi, en story Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est très important. D'ailleurs, la semaine prochaine sort la vidéo des scandales de l'année dans la K-pop. Et ça va être le même style de vidéo. Pas de prise de tête, pas d'écriture, pas de top pour éviter de juger la gravité des gros scandales. Parce que c'est un peu délicat, je l'ai fait l'année dernière et déjà c'était compliqué. Mais cette année, il y a tellement eu de scandales qui étaient dur et impactant que j'ai décidé de ne pas faire de top. En fait, ces deux vidéos-là, c'est juste du gossip en mode chippy entre fans de K-pop, sans prise de tête. C'est comme si on était potos, tu vois, et qu'on discutait autour de la table en parlant de K-pop. Voilà, je vous propose de ne pas vous prendre la tête, et si vous voulez des vidéos plus recherchées, sur des vrais scandales, sur ce qui se passe, allez sur ma chaîne, il y en a plein d'autres des vidéos comme ça, mais c'est pas ces vidéos-là qui vous correspondent, je pense. C'était tout. On va pouvoir commencer. Même si, soyons d'accord, beaucoup sont tristes de ne plus voir BTS en tant que groupe, on va pas se mentir, cette année, pour les solos, ça a été incroyable. Jungkook, qui en solo est limite en train de battre son propre groupe et des records indécents, Taehyung qui a pu enfin nous montrer son style de musique légendaire avec un album vraiment original, et Jimin, c'est personnellement celui qui m'a le plus choqué et le plus plu cette année. Et la musique est entre de la K-pop et de la pop, j'adore. Évidemment, entre-temps, on a eu Suga aussi, qui nous a sorti des bangers cette année, mais dont on avait déjà l'habitude. Et évidemment, RM, Jin, J-Hope, mais c'est les sorties de l'année dernière, donc ça compte pas trop. Lors de leur live tous ensemble, le groupe a bien exprimé que ce serait la fin de quelque chose pour le groupe. Mais la fin représente aussi le renouveau. Et les BTS nous ont enfin prouvé que même sans être un groupe tout le temps, en ayant leur propre univers et leur propre personnalité en tant que solistes et non en tant que groupe, ils arrivent à se renouveler. C'est la fin d'une ère, mais le début de leur ascension en tant que solistes et non plus en tant que membres de BTS. Tout ça pour dire que les solos de BTS sont incroyables et ça nous prouve réellement que même sans le groupe, ils ont un talent formidable. J'ai vraiment pas envie de m'attarder sur le scandale de Sungan, mais pour que les gens comprennent, Sungan de Rice, je suis désolée si je le dis mal, je suis pas sûre de la prononciation, moi je le dis comme ça, mais je crois que je me trompe. Sungan a donc fait l'objet d'une vague d'allégations après la publication de plusieurs photos de couple. Après la diffusion des photos en ligne, les fans ont envoyé des camions demandant que l'idol soit retiré du groupe, ce qui a conduit Sungan à s'excuser personnellement. S'excuser d'avoir été amoureux. C'est de ça dont je parlais au début de la vidéo pour scandale à 2 balles. D'ailleurs, il a eu plein d'autres scandales durant l'année aussi débiles les uns que les autres. Malheureusement, malgré tout, certains fans ne veulent plus le voir sur scène. Bref, cette histoire a fait pas mal de bruit, mais moi, ce dont j'avais envie de parler, c'est la réaction de Seolyoon des NMIXX, qui a décidé de l'encourager le 9 septembre au Music Core. Tous les fans présents lors de l'émission ont décidé d'acclamer tous les membres, sauf Sungan. Cependant, Seolyoon, qui est présentatrice, a décidé quant à elle de l'encourager. 네, 안녕하세요. 라이즈의 원빈입니다. 네, 안녕하세요. 라이즈 승환입니다. 안녕하세요. 라이즈 엔토입니다. 안녕하세요. 라이즈 소희입니다. 안녕하세요. 라이즈 쇼타로입니다. 안녕하세요. 라이즈 성찬입니다. 안녕하세요. 라이즈 은석입니다.
Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Et je suppose que le scandale est beaucoup plus intéressant, il faut beaucoup plus de clics que simplement dire que Seol-yoon l'a encouragé, mais pour moi c'est trop mignon et j'ai adoré cette interaction entre les deux. Pourquoi parler du magazine d'AZ Korea alors que ça n'a rien à voir avec la K-pop ? Bah je sais pas, j'avais juste envie d'en parler. Cette année, on a eu le droit au premier couple gay qui pose pour ce magazine, Junsong et Sungo de Is Man Too. Le couple a participé à la 2e saison de la toute première émission de télé-réalité pour hommes gays en Corée du Sud. Attendez, je vais me décaler, hop là. Sur les photos, on peut voir le couple porter différentes tenues et des coutures ensemble, ou alors individuellement. Junsong et Sungo, appelés Junsongo, sont au centre de Is Man Too, qui fait sensation non seulement en Corée, mais aussi à l'étranger. En plus de faire la couverture du magazine, ils ont également accordé une interview exclusive dans laquelle ils ont parlé de Is Man Too. Ils vont aussi parler de comment ça a influencé leur vie et a marqué l'industrie coréenne du divertissement, étant donné que les LGBTQ+, sont encore un sujet tabou. Junsong a déclaré « Je pense qu'il y a eu de nombreuses tentatives d'espérer que le monde devienne meilleur, et que les préjugés disparaissent. Bien sûr, je pense que les choses changent petit à petit à cause de cela. J'espère que nous pourrons être l'un de ces précédents. De même qu'un ruisseau devient une rivière et qu'une rivière devient la mer, ce serait bien si on pouvait aller jusqu'à la mer en tant que voie d'eau. » Sungo, pour sa part, espère que ceux qui envisagent d'exprimer ouvertement leur sexualité prendront courage après les avoir vus dans l'émission, et que cela résoudra certains conflits dans leur cœur. Bref, c'était une très bonne nouvelle pour moi, et même si ça rentre pas dans le sujet de la K-pop, j'ai trouvé ça très pertinent d'en parler. On rentre dans la Corée, dans tout ça, ça influence aussi peut-être l'industrie de la K-pop, donc voilà, j'avais envie d'en parler. On se plaint beaucoup que c'est trop cher, qu'on devrait en avoir plus, que tatati tatata, mais en réalité cette année, on a eu énormément de bons concerts. Entre le Music Bank, le M Countdown, Twice, Blackpink, J-Idol, Xdinary Heroes, Stray Kids, Card, B.I, Jackson, Kang Daniel, CK, The Rose, Onus, Sunmi, Jessie, le Mic Festival, 80s, NCT Dream, aespa, Red Velvet. On se plaint, mais en réalité, il y a quelques années, avoir ce nombre de concerts, ça aurait été impossible. Et sachez que pour beaucoup, en effet, c'est cher. Pour moi aussi, hein, j'ai fait que le Music Bank et j'ai rien fait d'autre cette année et j'avais le seum parce que en fait j'ai juste pas les sous. Mais même si c'est cher, je vais pas me plaindre parce que j'ai de la chance d'être en France. Même si j'habite loin de Paris, bah j'ai de la chance d'être en France. Il y en a, ils sont en Belgique, donc ils sont obligés de changer de pays. Et il y en a, ils sont dans les pays d'outre-mer, ils sont obligés de prendre l'avion pour venir, pour voir leur groupe préféré. Parce que les groupes ils viennent pas dans les pays d'outre-mer. Et je parle même pas du continent de l'Afrique qui a plein de fans de K-pop, mais dont il y a aucun concert, c'est comme si ça n'existait pas sur la carte. Évidemment, oui, vous avez le droit de vous plaindre, hein. Je veux pas avoir ma sauce sur Twitter juste parce que j'ai dit que on était privilégiés. En soi, oui, c'est le cas, on est privilégiés, mais on a le droit de se plaindre quand même. Juste, pensons au continent de l'Afrique, pensons aux pays d'outre-mer, pensons à la Belgique, pensons à tous ces pays-là, ou ces continents, qui n'ont pas de concerts, eux, et qui sont obligés de prendre l'avion à chaque fois pour venir en France. Moi, je trouve, personnellement, qu'on devrait être un peu plus reconnaissant du fait qu'on ait eu autant de concerts, et qu'on puisse choisir les concerts. Alors qu'à l'époque, c'était même pas on choisissait, c'était juste, c'était le concert de l'année K-pop, on y allait. Même si on n'aimait pas le groupe, let's go. Cette année, je ne vais pas vous parler de une, ni même de 3, mais de 2 émissions qui ont pas mal marqué certains d'entre vous et qui m'ont marqué aussi. Alors que globalement, les émissions Survival ont pour but de mettre en avant les trainees ou alors certaines idoles, mais pour créer un groupe temporaire, cette année, on a eu 2 émissions qui sont sorties du lot, qui méritent davantage d'être mis en avant, et surtout qui a été créée exactement par la même production, Peak Time et Sing Against 3. Peak Time est un survival de 10 épisodes qui a pour but de mettre en avant des groupes de K-pop qui ont été durement touchés par la pandémie, qui ne sont pas aussi connus en raison de longues pauses ou de changements fréquents de membres, qui se sont dissous ou qui ont récemment fait leur début et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Ces groupes-là veulent montrer leur talent au reste du monde. Le gagnant recevra un prix de 300 millions de won, ainsi qu'une sortie d'album et une vitrine mondiale. Bref, c'est tout bénef, parce que même ceux qui ne gagnent pas peuvent gagner en visibilité auprès du public. Et à ce que j'ai compris, en plus de ça, c'est hyper bienveillant.
à ce que j'ai compris, car en réalité, j'ai pas vraiment regardé l'émission. On m'en a vendu que du bien, que ce soit dans le concept ou même dans la réalisation, donc c'est sûr, je vais aller le voir. Surtout qu'il y a beaucoup de groupes que j'adore qui y participent. Et pour Sing Again, c'est la chaîne K-Coffee Time qui m'en a parlé. En fait, elle est juste venue me voir après avoir discuté des good news du moment et elle m'a parlé de cette émission. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était les mêmes présentateurs, le même présentateur et les mêmes producteurs. C'est plus ou moins le même concept. Il s'agit d'un survival qui aide les chanteurs qui ont besoin d'une chance en plus. Ça peut être ces chanteurs talentueux qui n'ont jamais été reconnus ou les chanteurs qui ont connu du succès une fois mais qui sont maintenant oubliés. Et le but, c'est de se présenter à nouveau devant le public. Pareil, c'est bienveillant et ça a juste l'objectif de donner de la visibilité. Je pense qu'il faut donner un peu plus d'amour à cette émission parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des émissions survival où c'est des compétitions ou Mnet, trash, tatati tatata, alors qu'en réalité il y a des émissions qui sont super bien, qui existent aussi mais qu'on regarde pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres épisodes, c'est parce qu'on ne regarde pas. Donc si on regarde, il y aura plus d'émissions comme ça bienveillantes et c'est ce qu'on veut. Je pense, obligée d'en parler. Cette année, on a eu le retour de 2 artistes qui ont quitté leur ancien groupe pour des raisons dites non valables. On va commencer par Jennie, ancienne membre de NMIXX, qui est partie pour raisons personnelles, un peu comme Woojin des Stray Kids, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Il y a des rumeurs ici et là, mais pas de raison précise. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est revenue en tant que soliste aujourd'hui avec une musique entraînante que j'aime énormément. Et ensuite on a Soojin, ancienne membre de G-Idol, qui est partie à cause d'un scandale de harcèlement scolaire arrivé en février 2021. L'agence Cube Entertainment n'a pas attendu et a viré Soojin sans attendre et comprendre. Malheureusement, 1 an plus tard, on apprendra qu'en réalité, Soojin semblait être innocente après plusieurs preuves papier. Et c'est cette année qu'elle a pu, en toute bienveillance, redébuter une carrière en tant que soliste. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, notamment autour d'un potentiel blocage de la part de Cube, d'une potentielle blacklist, et surtout sur sa perte de poids un peu drastique suite à cette affaire. On n'est pas là pour parler de négatif, donc je vais pas détailler dessus, juste, elle est revenue et c'est trop bien. Pour ce point, je vous conseille de regarder ma vidéo Smoothings sur pourquoi les idoles de K-pop débutent de plus en plus jeunes. Il est vrai que c'était un grand débat cette année et l'année dernière, malgré que les idoles de K-pop ont toujours débuté jeunes. Mais s'il y a bien une bonne nouvelle pour ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre les jeunes dans l'industrie, c'est l'évolution des contrats. Le ministère sud-coréen de la culture, des sports et du tourisme a récemment annoncé qu'un nouvel amendement à la loi sur le développement de l'industrie de la culture et des arts populaires avait été approuvé lors d'une session plénière. Et cela va engendrer plusieurs règles pour les mineurs dans les années à venir. Premier point, les agences doivent divulguer les rapports sur les revenus de leur artiste au moins une fois par an et chaque fois que l'artiste le demande. Deuxième point, les limites d'heures de travail pour les artistes des mineurs ont été réduites. Si tu as moins de 12 ans, 25 heures par semaine et 6 heures par jour, de 12 à 15 ans, 30 heures par semaine et 7 heures par jour, et 15 ans et plus, 35 heures par semaine et 7 heures par jour. Les réglementations précédentes autorisaient jusqu'à 35 heures par semaine pour les artistes de moins de 15 ans et 40 heures par semaine pour ceux âgés de 15 ans et plus. 40 heures en parallèle de l'école alors que t'as 15 ans, c'est assez ouf. Troisième point, les activités qui violent les droits de l'éducation des artistes mineurs comme manquer l'école ou abandonner l'école sont désormais interdits. Et ça c'est pas mal parce que ça peut permettre aux idoles qui n'ont jamais débuté d'avoir quand même une sortie de secours. Quatrième point, les actions qui mettent en danger la santé des idoles mineurs, comme les forcer à mieux paraître ou à perdre du poids, ou les maltraiter physiquement ou verbalement, quelle que soit la méthode, sont désormais interdites. Parce que oui, à la base, c'est pas bien, mais c'est pas interdit. Et cinquième point, les agences sont désormais tenues de nommer un membre du personnel comme agent de protection de la jeunesse qui sera chargé de protéger la santé des idoles mineurs. Et même si tout cela peut paraître logique, bah ça l'était pas forcément avant. Je trouve que c'est ultra positif, parce que oui, c'est pas parfait, mais c'est mieux ce que c'était avant, et avant on avait tout autant des idoles mineurs et on disait rien. Que dire, on a eu quand même 4 comebacks de 4 groupes qui n'ont pas comeback depuis un petit moment et qui sont considérés comme vieux. Et c'est trop bien. Déjà on a eu Infinite, incroyable. Les revoir, ça m'a fait énormément plaisir, surtout avec un son aussi qualitatif que New Emotion. Bix, qui est totalement une valeur sûre, même si bon, je tourne la vidéo sans que le MV soit sorti, donc je suppose que ça va être une tuerie, mais en fait,
même si je suppose, je sais que ça va l'être. On a eu Teen Top aussi, qui malgré les problèmes avec Siapi, qui j'avoue m'ont un peu déçu. Je rentrerai un peu plus en détail la semaine prochaine pour les top scandales. Ce comeback m'a tout de même énormément fait plaisir et m'a donné beaucoup de nostalgie. Mais surtout, le groupe, le number one, U-KISS. Pour ceux qui savent pas, U-KISS, c'est mon premier groupe de K-pop. C'est comme ça que j'ai connu la K-pop, c'est grâce à U-KISS. Et donc, les voir revenir, ça m'a fait chaud au cœur. Et même si le groupe n'a jamais vraiment disband, ils avaient fini par n'être que 2 pendant un moment, je m'attendais pas à les revoir tous ensemble. Et finalement, ils ont quand même décidé de revenir avec 6 membres sur 12, dont AJ et Xander, dont je me serais jamais attendue à revoir dans le groupe. Ça a vraiment comblé mon petit cœur. Surtout avec une musique aussi sympa, j'avais juste l'impression d'avoir 15 ans et de redécouvrir mon premier groupe de K-pop. Bref, c'était hyper kiffant de revoir ces groupes revenir pour un comeback, et je pense que les vieux fans de K-pop ou ceux qui aiment la vieille musique dans la K-pop, ils ont adoré cette nouvelle-là et ils sont comme moi, hyper hypés. Je ne sais pas vraiment comment m'exprimer sur cette partie, c'est un peu brouillon. J'ai mon texte devant moi, mais il y a presque rien d'écrit en fait. Cette année, je trouve qu'on a eu personnellement une évolution niveau mentalité de certains fans de K-pop. Je m'explique. Même s'il y a toujours des scandales qui détruisent des groupes en fonction de ce qu'ils pensent, je trouve que beaucoup de choses sont passées inaperçues et que les fans respectent un peu plus la vie privée des idoles. Par exemple, certains membres de BTS qu'on a pris en flagrant délit en train de fumer. En soi, ça aurait été un autre groupe, même sous forme de rumeur, ça aurait détruit la réputation de ce groupe. Mais j'ai pu remarquer, personnellement, une certaine bienveillance derrière tout ça. Tout le monde a essayé de ne pas divulguer ces photos, et si elles étaient divulguées, tout de suite, on s'en prenait pas à eux, mais on leur disait que c'était pas bien, ou alors on essayait de complimenter autre chose qui n'a rien à voir avec la cigarette. Et comme exemple, j'ai aussi la danse de Wassa dans l'université. Je trouve que même si elle a eu pas mal de problèmes de la part des parents d'élèves, les fans ont clairement dit que c'était rien, et même en Corée, c'était en mode OSEF. Alors je dis pas, c'est pas parfait, mais je trouve qu'il y a plus de scandales, mais que les scandales d'aujourd'hui n'affectent pas spécialement le groupe ou l'agence. Et il y a une certaine petite évolution à ce niveau-là. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si c'est vraiment un point positif, je sais pas si vous avez remarqué ça ou si au contraire vous êtes pas du tout d'accord. Je le conçois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai cette impression-là. Bah ouais, pour moi, c'est positif. Comme j'aime le dire, j'écoute de la K-pop pour la musique et les paroles, pas pour une origine ou une ethnie. Et donc pour moi, tu peux être de n'importe quelle origine, du moment que tu chantes en coréen, c'est de la K-pop. Évidemment, c'est mon avis personnel, il y en a plein qui sont pas du tout d'accord avec moi, et je suis sûre qu'il y a plein d'experts qui sont pas d'accord, mais moi personnellement, quand j'écoute de la K-pop, ce que je fais, c'est que je me dis, j'écoute du coréen. C'est tout. Je me pose pas plus de questions. Du coup, voir des groupes évoluer comme Black Swan, ou encore voir Vitcha et Cat Eyes débuter, ça m'a vraiment fait plaisir. Dommage que ce soit beaucoup de groupes de filles, et j'espère qu'il y aura plus de garçons aussi dans le futur dans ce cas. En tout cas, pour moi, c'est un grand oui. Ça rejoint le point juste avant, donc je vais pas m'attarder dessus, mais je voulais quand même en parler. Juste pour ceux qui ne savent pas, Starseed est un groupe de filles françaises qui chantent en anglais et qui s'inspirent de la K-pop. C'est pas de la K-pop, du moins c'est pas vendu par l'agence comme de la K-pop, mais ça s'en inspire énormément. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi en France à mettre en avant un groupe français avec un gros budget et des ambitions énormes. Elles sont vraiment toutes les 4 hyper talentueuses et honnêtement, au tout début, j'étais vraiment sceptique à propos du groupe et j'avais vraiment peur de retrouver un Catchy 2.0 et finalement, elles ont tout déchiré et je ne peux que leur souhaiter de réussir dans le futur. J'en parlerai un peu plus la semaine prochaine avec la vidéo des scandales, mais cette année, on a quand même eu beaucoup de témoignages d'idoles agressées ou de idoles qui agressent, notamment sexuellement. Alors que certains peuvent prendre ces nouvelles comme négatives, ce qui en réalité est le cas, j'essaye de retourner la situation. Les agresseurs n'ont pas augmenté, ça a toujours existé dans ce milieu. Juste, maintenant, les victimes, même si victime n'est pas vraiment le mot approprié, ces personnes en tout cas osent parler. Alors il y a évidemment encore du chemin à faire car beaucoup de témoignages sont anonymes pour éviter les embrouilles, mais je trouve que cette année, on a vraiment évolué pour libérer la parole sur le sujet. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle, même si on est d'accord, c'est à double tranchant. Il y aurait pas d'agression du tout, ce serait carrément idyllique.
mais c'est pas le cas. Je pense qu'on va me tomber dessus, c'est pas parfait, mais je trouve que beaucoup de célébrités ont quand même de plus en plus respecté l'univers de la K-pop. Que ce soit des streamers français qui en ont parlé, des rappeurs, une musique créée sur la Lisa, et sans célébrité, je trouve que même niveau interview, on en a eu beaucoup plus en France, que ce soit sur Fatou des Black Swan, ou encore l'enquête sur Lioness. En vrai, encore une fois, c'est pas parfait, mais on a eu quand même de bonnes enquêtes sur la K-pop, alors qu'il y a quelques années, c'était vraiment un carnage. Alors il y aura toujours des gens pour dire « Ah oui, mais il a mal dit BTS, oui, mais moi j'aurais fait mieux !» Je vais à Marseille, full. Je fais un truc à Paris, centre commercial, full. Partout où je vais, c'était Biebermania. Tu vois, j'avais l'impression d'être BTS. Et je comprends, mais c'est pas en étant mauvais que ça va donner envie aux gens d'écouter de la K-pop. Au contraire, juste vous passez pour des gens toxiques, et c'est pas le but. Et j'ai envie de mettre en avant ce côté positif. Pour moi, petit à petit, c'est de plus en plus accepté d'écouter de la K-pop. C'est pas parfait, mais voilà. Avez-vous déjà entendu parler du groupe de K-pop qui a réussi à gagner son procès contre son agence, qui les a obligés à perdre du poids? Ce groupe, c'est Sky Girl. Sky Girl était un groupe d'idoles de K-pop composé uniquement de membres japonaises. Le groupe a été créé en 2019 par le chanteur et compositeur coréen Young Sung-jung et était sous la gestion de Sky Entertainment et One Top Entertainment. Les membres du groupe ont signé un contrat de 10 ans en octobre 2019 dans les bureaux de gestion à Tokyo. Et le groupe a fait ses débuts en Corée le mois suivant. Cependant, en juillet 2020, les membres vont demander la résiliation de leur contrat. Selon les filles, la direction les traitait apparemment de cochons et les harcelait pour qu'elles perdent plus de poids rapidement. Elles étaient également constamment critiquées lors de leurs sessions de pratique, de danse et de chant. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire car en réalité ça mériterait un OMG que sur ça, une vidéo spéciale sur ça et j'aimerais bien le faire un jour donc voilà, mais le groupe a gagné son procès cette année. Suite à leur démission, le label a cité l'argent gaspillé pour un single et un clip vidéo non sorti et ils ont poursuivi les femmes en justice pour 15 millions de yens de dommages et intérêts par la suite, mais le tribunal a rejeté cette demande. Personnellement, je trouve la nouvelle incroyable et je ne comprends pas pourquoi personne n'en a parlé. Déjà, il y a un bon titre putaclic à faire, je trouve. Et même sans ça, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et dont on devrait beaucoup plus parler. Les agences qui forcent leurs idoles à perdre du poids, c'est récurrent. Et là, c'est le premier groupe de K-pop qui a réussi à porter plainte pour ça et qui a gagné en plus. Cette année, même si parfois ça peut paraître un peu trop, on a quand même eu pas mal de pauses. Cela peut être dû à une maladie, de l'anxiété, des raisons de santé autres ou même de décès. Les agences ont vraiment pris soin des idoles cette année. Alors c'est relou par exemple pour le groupe qui annule leur tournée, mais je préfère largement ça qu'une tournée comme Luna où elles ont fini à 4 plus une membre dans le plâtre. Pratiquement tous les jours, je voyais quelqu'un en pause et à chaque fois je me disais « Putain, encore ? Waouh !» Et c'est très positif. Ça prouve juste que les agences prennent de plus en plus soin de leurs idoles. Alors oui, ça arrive fréquemment, c'est peut-être que ça se passe pas très bien dans l'agence ou que il y a trop de boulot. Malgré tout, je trouve que c'est quand même bien de prendre le temps de laisser une pause aux idoles. J'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce sujet, mais je vais essayer d'être rapide. L'impact des groupes Nugu ou des groupes underrated / pas connus a évolué selon moi. Par exemple, je pense que même de nom, vous avez tous entendu parler de Girls World, qui a eu du mal à financer son MV, et de la membre Ala, qui a lancé un défi à son agence de vendre juste 100 exemplaires, et si elle n'y arrive pas, elle disband. Ça a touché pas mal de personnes, et c'est loin d'être le seul groupe à le faire en vrai. Mais je trouve que les idoles de petits groupes pas très connus arrivent de plus en plus à parler, et à un impact de plus en plus positif. Viner a par exemple expliqué que les Survival étaient pour eux un fardeau financier et que participer à Peak Time les a beaucoup aidés, mais peut aussi ruiner beaucoup d'agences. Cette année, même s'il y a eu des embrouilles, 50-50, qui n'était pas spécialement un groupe connu dans une agence peu connue, a réussi à gagner en popularité, ce qui, dans une petite agence, est quand même assez impressionnant. Et moi, je trouve ça positif de me dire que c'est possible qu'un petit groupe dans une petite agence
réussissent à gagner de la popularité, alors qu'il y a quelques années, ça ne marchait pas comme ça. Et un truc aussi que je trouve ça impacte un peu les groupes peu connus, c'est que maintenant il y a beaucoup de groupes qui sont faits de trainees qui ont déjà été dans d'autres groupes peu connus avant. Et ça permet d'avoir plusieurs chances parmi les trainees et c'est trop positif. Que ce soit pour des choses compliquées et sincères, dans tous les cas, je pense que la K-pop a réussi à ouvrir une porte pour commencer à parler de certaines choses. Les idoles jeunes, les agences, la maltraitance, etc. etc. Et ce sont des points positifs qu'on oublie. Toutes ces choses, il y a quelques années, ça n'aurait jamais pu être divulgué. La K-pop a évolué, et pas que dans le mauvais. Ça m'a vraiment fait du bien de faire ce top. Autant à écrire qu'à tourner là. Là, je suis dans un bon mood. Je suis fière, je suis contente d'écouter de la K-pop. Et j'espère que vous, même à regarder, ça se retransmet. Et j'espère que, ouais, vous êtes contents aussi d'écouter de la K-pop, et qu'il y a du positif, qu'il n'y a pas que du négatif, et que, en commentaire, vous allez me donner plein d'autres choses qui vous donnent envie de continuer d'écouter de la K-pop. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne pour la vidéo de la semaine prochaine sur le top scandale de l'année, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Let me show you something. 땅과 입 맞추고 하늘을 바라봐. Don't ask me stupid question. No answer. Yeah. 답이 없어. 너란 출구로 들어가는 답이 없어. 맘이 없어.